Bonjour et merci à vous tous d'être présents ce matin pour parler biodiversité. Et donc cette intervention, je l'ai intitulée Les enjeux de la biodiversité, du constat à l'action. Il est évident qu'au niveau de l'action, on ne va pas pouvoir décliner l'ensemble des choses, mais voilà, on va quand même parler beaucoup de biodiversité, mais on va parler d'enjeux. Et simplement pour débuter, je voulais vous reprendre la définition d'un enjeu. C'est ce qu'on peut gagner ou perdre dans une entreprise, un projet, ce qui est en jeu. Et les enjeux au niveau environnemental correspondent aux valeurs environnementales que l'on ne peut se permettre de voir disparaître ou se dégrader. Et donc, si on parle de biodiversité, c'est qu'on considère que, eh bien, cette biodiversité, on ne peut se permettre de la voir disparaître ou se dégrader, et que c'est évidemment un enjeu majeur. Alors, la biodiversité, bon, c'est un peu, j'allais dire, tarte à la crème, puisque on en parle depuis un certain temps, et il y a longtemps qu'on a compris que cette biodiversité, c'était pas uniquement une biodiversité au niveau du nombre d'espèces, une biodiversité spécifique, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut décliner à différents niveaux. C'est ce qu'on va faire ce matin. Diversité génétique, diversité spécifique bien sûr, mais diversité des écosystèmes, et au-delà, on peut même aller au niveau de la diversité culturelle et sociale, diversité des langues, diversité des comportements, etc. Et donc ça amène assez loin, donc ça touche en l'ensemble du vivant. Alors cette biodiversité, on peut retrouver trois enjeux du coup qui correspondent à ces différents niveaux de biodiversité. Trois volets, une biodiversité au niveau génétique, une biodiversité spécifique et écosystémique. Au niveau donc génétique, eh bien, c'est fondamental cette diversité génétique, et on l'a étudié à différents niveaux. Là, je vous montre un exemple, notamment sur des lavandes, des populations de lavandes qui ont été étudiées et qui présentent une tolérance. Quand on a étudié ces différentes lavandes en fonction d'un stress, eh bien, on se rend compte que finalement, les différentes populations, notamment d'une même espèce, eh bien, présentent des tolérances différentes au stress hydrique. Et donc là, on a vraiment toute une clé, évidemment, une clé pour, on y reviendra, pour l'adaptation, notamment au changement climatique. On sait aussi, bien sûr, qu'au niveau d'une même espèce, eh bien, la diversité est fondamentale, et on travaille beaucoup à l'heure actuelle, notamment sur des variétés de blé qui pourraient être beaucoup plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Donc ça, c'est vraiment de la diversité génétique qui est importante à prendre en compte. Et enfin, cette diversité génétique, elle est aussi fondamentale en forêt. Vous avez ici une magnifique population d'un genévrier relativement rare en France, qui peut être un arbre, qui est le genévrier thurifère. Et vous voyez ici que tout ce versant que vous voyez là, qui est dans la Haute-Bléone, au nord de Digne, eh bien, est constitué uniquement par des genévriers thurifères. Or, on voit des différences de couleurs, des différences de formes, tout à fait importante, et on a là aussi l'une des clés de l'adaptation au changement climatique, entre autres, puisque dans cette population, eh bien, vous allez avoir certains génotypes qui vont pouvoir être plus performants que d'autres en fonction des conditions climatiques. C'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps, et donc ces ressources génétiques sont étudiées depuis très longtemps par les forestiers, qui ont mis en place des unités de conservation. Là, on a l'exemple du chêne Cécile qui présente une population tout à fait intéressante que l'on peut voir ici, donc, dans le sud-est de la France. C'est la population de chêne Cécile de Vachères, qui se trouve en plein domaine méditerranéen et qui peut être une source d'adaptation en fonction du changement climatique. Bien sûr, la diversité la plus importante, la plus connue aussi et qu'on a développée depuis longtemps, c'est la diversité au niveau spécifique.
je vous montrais tout à l'heure un genévrier thurifère de la Haute-Bléone, eh bien là, vous avez aussi un magnifique genévrier thurifère qui est une espèce assez rare. Donc, cette diversité spécifique, elle est évidemment fondamentale à prendre en compte. Et si on prend l'exemple du bassin méditerranéen, eh bien, vous le savez, ce bassin méditerranéen, au niveau de la diversité spécifique, eh bien, est un véritable hotspot de biodiversité, puisque sur 1,6% de la surface terrestre, on a en gros 10% de la richesse mondiale en plantes qui se situe dans ce bassin méditerranéen. Cette région méditerranéenne, c'est 25 000 espèces de plantes, et sur ces 25 000 espèces de plantes, eh bien, c'est environ 50% de plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes qui n'existent que dans le bassin méditerranéen et qui donc présentent des enjeux tout à fait particuliers à ce niveau-là. Là, je vous montre une photo d'un abies pin-sapot. Il y a 7 ou 8 espèces différentes de sapins dans le bassin méditerranéen. On pense toujours au sapin, eh bien, le sapin qu'on a dans nos forêts, par exemple dans les Vosges, mais il y a une spéciation très importante au niveau des sapins. Et puis, j'ai aussi représenté, donc ça, c'est un sapin d'Andalousie. Et puis, je vous ai mis aussi une espèce du bassin méditerranéen, mais de la rive sud, qui est le thuya de Berbérie, Tetrachlinis articulata. Alors cette biodiversité, évidemment, eh bien, elle est représentée par un très grand nombre d'espèces, mais évidemment, on a toutes les espèces emblématiques que l'on connaît, mais il est évident que la biodiversité, eh bien, vous le savez, ça n'est pas ce qu'on appelle la mégafaune en nombre d'espèces, ça n'est pas vraiment la mégafaune emblématique des baleines, des tigres, etc. Mais c'est avant tout le grand groupe des arthropodes, avec plus d'1 million d'espèces à ce niveau-là, et qui sont là relativement mal connues, on va y revenir. Et là aussi, ça constitue un enjeu majeur. Alors, un petit focus, je voudrais vous sensibiliser au fait que cette biodiversité globale au niveau terrestre, eh bien, il y en a une partie importante, on ne sait pas encore combien, mais il y en a une bonne partie qui se trouve dans les sols. Et c'est quelque chose de tout à fait considérable et de très étonnant, même spectaculaire, puisque je vous ai mis quelques chiffres là. Les bactéries, bien sûr, c'est important au niveau biodiversité. Eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries dans 1 gramme de sol. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 tonnes par hectare de vers de terre. Vous pouvez avoir, on va y revenir, au niveau des colemboles, qui sont des petits arthropodes qui fragmentent la litière, jusqu'à 500 000 colemboles par mètre carré. Les acariens, jusqu'à 3 milliards par hectare, etc., etc. Donc, vous voyez, une biodiversité encore mal connue, mais tout à fait considérable, et qui fait que on est vraiment maintenant dans cette notion à la fois d'un sol vivant avec une biodiversité très importante, et surtout des acteurs de cette biodiversité qui sont ces acteurs du fonctionnement des sols qui correspondent à toute cette biodiversité. Alors, un petit exemple, un petit peu pour illustrer tout ça, eh bien, j'avais notamment m'étais amusé à faire des petits calculs au niveau de notre station expérimentale, dont a parlé Jean Straldig tout à l'heure, où on a étudié la faune, ce qu'on appelle la mésofaune du sol, et notamment les petits colemboles, dont vous voyez un représentant ici en jaune, là, un joli petit Symphipléon. Eh bien, on a montré dans ce secteur qu'on avait jusqu'à 1000 colemboles dans 1 kilo de sol. 1000 colemboles dans 1 kilo de sol, eh bien, ça fait à peu près 100 000 colemboles dans 1 mètre carré de sol. 100 000 colemboles dans 1 mètre carré, ce qui fait à peu près 10 millions de colemboles dans 100 mètres carrés de forêt. Vous voyez, ce sont des jolies forêts de chênes blancs, de chênes pubescents avec un sous-bois de cotinus. Ça nous fait à peu près 1 milliard de colemboles dans 1 hectare. Et donc, sur la totalité de notre forêt de chênes pubescents qu'on étudie, qui fait à peu près 100 hectares, eh bien, vous avez très certainement
plus de 100 milliards de colamboles dans cette forêt. Donc c'est des chiffres impressionnants, mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que finalement ça sert à quelque chose, ces petites bébêtes, puisque dans ces 100 hectares, on a à peu près 100 000 chênes. Chacun de ces chênes porte environ 10 000 feuilles, et donc ça nous fait en tout un total d'à peu près 1 milliard de feuilles. Et puis vous avez 100 milliards de colamboles qui vont pouvoir s'occuper de ces 1 milliard de feuilles en les mangeant, en les fragmentant, etc. Je ne sais pas pourquoi on avait mis cool, mais bon, c'est vrai que finalement, ils sont bien utiles, tous ces petits colamboles. Et là, on est en plein dans cette idée des relations biodiversité-fonctionnement qui sont très importantes. Alors, cette biodiversité, au niveau mondial, on la connaît encore assez mal. Et là, vous avez une comparaison avec à gauche ce qui est connu et à droite ce qui existe probablement à droite. Alors à droite, ce qui existe probablement. Alors là, c'est pas des quantités d'espèces, mais c'est des pourcentages d'espèces. Et on voit qu'il y a un certain nombre de groupes, je vous laisse les regarder, au niveau duquel, eh bien, on connaît par exemple bien les choses, les végétaux, 14% des espèces connues, mais à terme, quand on connaîtra toutes les espèces, eh bien, on se rendra compte que ces végétaux, ça n'est que 2 ou 3%, alors que pour d'autres groupes, les hyménoptères, par exemple, eh bien, il y en a encore énormément à déterminer à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi un enjeu de connaissance majeure, de bien connaître toute cette biodiversité. On en est loin, hein. On en est encore très très loin, et là, il y a des efforts énormes à faire à ce niveau-là, notamment au niveau du sol. Alors, il y a des gens qui s'occupent de tout ça, de cette biodiversité, et là, on ne peut pas faire cette intervention sans parler de deux acteurs principaux que vous connaissez sans doute, mais que je vais vous rappeler. C'est d'une part l'IPBES, hein, qui est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Cet IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Vous avez sans doute entendu parler, puisque l'IPBES a sorti ce printemps, à la fin du printemps, je crois, un rapport sur l'état de la biodiversité, rapport que je vous engage à lire, hein, on le trouve sur Internet. Il y a un résumé à l'usage des décideurs qui est en français et qui montre qu'évidemment, on a un taux d'extinction des espèces sans précédent, un taux d'extinction qui s'accélère. Donc, c'est un acteur majeur, c'est type BES, à ce niveau-là. Alors, l'autre acteur essentiel, très important dans la protection de la nature et de la biodiversité, c'est bien sûr l'UICN. Et l'UICN, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est ici, parce que vous le savez, va se tenir en juin 2020 à Marseille, le prochain congrès mondial de la nature, un événement majeur pour Marseille, pour la France et pour le monde. Le dernier congrès mondial s'était tenu à Hawaï. On prévoit au niveau de Marseille 10 000 congressistes, mais aussi un autre élément, c'est que pour la première fois, eh bien, une partie de ce congrès va être ouverte au grand public au travers de ce qu'on appelle Génération Nature, où il va y avoir une sensibilisation très importante à la biodiversité qui va être faite. Et là, on attend à peu près 100 000 participants dans le cadre de ce Génération Nature. Alors l'UICN, lui, il s'occupe énormément de la biodiversité et notamment, eh bien, il définit ce qu'on appelle des listes rouges, au niveau duquel on voit quelles sont les espèces qui sont soit en danger critique, soit éteintes, soit quasi menacées, etc. Il y a tout un codage de ces différentes choses au niveau de l'UICN. Donc, congrès fondamental, hein, et évidemment, la France a prévu un certain nombre d'événements aussi en marge de ce congrès à ce niveau-là. Alors, quand on parle de biodiversité, évidemment, on parle véritablement d'érosion de cette biodiversité, mais est-ce que c'est vraiment mesurable? Puisque très souvent, on vous dit, voilà, on a perdu 50% de tel ou tel, mais ces 50% des espèces
pour une espèce donnée, c'est par exemple 50% des populations, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une extinction, une disparition d'espèces, hein? Alors là, vous avez donc des courbes qui ont été faites par l'IPBES, où on voit notamment que là, alors c'est des extinctions cumulées, hein, en pourcents. Et donc, on voit que à partir des années du 19e siècle, eh bien, on a eu une très forte disparition d'espèces. Là, je vous ai montré le dodo de l'île Maurice, qui est bien connu, qui s'est éteint en 1680 pour différentes raisons, pas y revenir. Mais on voit que pour différents groupes, eh bien, on a vraiment une accélération de cette disparition d'espèces, sachant que ça reste quand même un petit pourcentage et qu'il ne faut pas confondre diminution dans les effectifs des populations, qui est aussi quelque chose de très préoccupant, mais avec carrément disparition des espèces. Là, vous avez aussi un graphique très intéressant ici de l'IPBES, mais aussi de l'UICN. C'est les risques d'extinction pour différents groupes d'espèces, hein. Donc, et là, on voit évidemment que ces risques sont extrêmement variables suivant les espèces. Si vous prenez par exemple les cicaces, eh bien, donc ils sont un groupe gymnosperme, il y a des risques très importants de disparition, il est moindre pour d'autres, etc. Et bon, vous voyez qu'il y a alors les coraux, bien sûr, des risques importants à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on a quand même maintenant la situation est un peu mieux connue, hein, au niveau de tous ces risques d'extinction. Récemment, quand je dis récemment, c'était il y a 15 jours à peu près, est sorti donc de la part de l'UICN un travail sur les espèces d'arbres en Europe et en gros qui montrait qu'il y avait en gros jusqu'à 40% des espèces d'arbres d'Europe qui étaient menacées d'extinction, ce qui est considérable, menacées d'extinction. Hein. Et Serge Muller, donc, qui s'occupe de l'herbier national, etc., disait les arbres, c'est important, ils disparaissent, c'est important en soi, mais c'est aussi important parce que sans arbres, il n'y a pas de forêt de et toutes les autres espèces de cet écosystème sont alors menacées. Donc, c'est pourquoi une étude approfondie sur les causes et conséquences de ces extinctions est extrêmement importante. Alors, dans ce travail sur les arbres d'Europe menacés d'extinction, eh bien, on trouve, d'une façon un petit peu étonnante pour ceux qui ne sont pas courants, eh bien, le cas de l'Esculus hippocastanum, c'est-à-dire du marronnier, qui est une espèce qui est originaire de l'Est de l'Europe, de Bulgarie, etc., et qui est à la fois menacée dans son aire naturelle, donc toute cette partie est de l'Europe, et à la fois aussi menacée dans toute l'Europe, puisque c'est une espèce qui a été le marronnier, qui a été énormément implanté dans différentes régions, dans les jardins, dans les parcs, etc. Et il est notamment menacé par un lépidoptère, la mineuse du marronnier, voilà, qui est apparu d'une façon un peu étrange et qui menace cet arbre qui pourtant fait partie de nos paysages vraiment d'une façon extrêmement... c'est un arbre tout à fait banal, le marronnier, est bien connu des enfants dans la cour de récréation. Alors la diversité, on a parlé de diversité génétique, de diversité spécifique, c'est aussi évidemment la diversité des paysages, et vous avez par exemple ici le paysage de Camargue avec différentes unités que l'on peut cartographier. Vous voyez cette diversité extrêmement importante qui évidemment
concerne aussi tout le fonctionnement des écosystèmes, etc. Donc il est évidemment fondamental de pouvoir maintenir cette diversité paysagère et non pas aller vers une uniformisation. Vous voyez par exemple ici, eh bien, le réseau Natura 2000 pour la région sud, où on voit toutes les zones qui sont protégées, avec différents statuts de protection, et on voit bien que, eh bien, on a aussi une diversité de milieux très certainement qui sont liés à ces sites protégés, des zones de montagne, des zones littorales, etc., des zones forestières, des zones de garrigues. Voilà, diversité importante. Et puis la diversité, c'est aussi lié avec toutes les diversités dont on a parlé, c'est aussi évidemment la diversité, la biodiversité écosystémique et fonctionnelle. Comment fonctionne un système, pourquoi cette biodiversité peut-elle être importante ou pas. Vous avez ici l'exemple du bois du Chapitre dans les Hautes-Alpes, qui est une forêt dite subnaturelle, c'est-à-dire qui n'a pas été gérée par l'homme depuis plus de 50 ans. Et on voit eh bien, que se met en place un fonctionnement particulier avec des arbres morts au niveau du sol qui vont être dégradés par un certain nombre d'organismes, micro-organismes, etc. Donc, vous voyez, quelque chose de tout à fait particulier. C'est le cas aussi de, de plantes particulières de la Méditerranée qui sont les posidonies, qui constituent des écosystèmes tout à fait complexes finalement, mais bien qu'ils soient constitués par une seule espèce. Et là aussi, on a des fonctionnements tout à fait particuliers, donc une biodiversité de fonctionnement particulière. Alors, cette biodiversité, il est important de voir que maintenant on en parle beaucoup plus, même le président Macron en a parlé à différentes reprises, on en parle beaucoup plus, mais il y a toujours cette idée qu'on a parlé quand même beaucoup plus du changement climatique que de la biodiversité, alors qu'il y a parce qu'à la limite beaucoup plus de travaux qui se font au niveau scientifique sur la biodiversité par rapport au changement climatique. Et là, vous avez une représentation de ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années dans les médias, où on voit en vert ce qui concerne la biodiversité et en noir ce qui concerne le changement climatique. Et on voit que dans les médias, eh bien, quand même, là, tout ce qui concerne, alors ça augmente un peu maintenant, mais tout ce qui concerne la biodiversité est beaucoup moins relayé que tout ce qui concerne le changement climatique. Les deux sont évidemment intimement liés, mais voilà. Simplement un petit exemple très très rapide de cette modification du changement de la biodiversité liée au changement climatique. On est là dans notre observatoire de O3HP qui a été évoqué tout à l'heure, où on s'intéresse, alors c'est entre Forcalquier et Manosque, à Saint-Michel l'Observatoire. C'est un site très connu parce que c'est un site au départ astronomique où a été découverte en quelque sorte la première exoplanète, il y a un peu plus de 20 ans. Et là, donc, on a monté une station donc, dans la forêt de chênes pubescents, chênes blancs. Et l'idée, c'était quoi? C'était d'étudier le fonctionnement et la réponse de cette forêt au changement climatique, notamment au niveau du sol. Pas simplement au niveau du sol, parce que vous voyez ici, on a mis des petites passerelles au niveau de la canopée. Et on a aussi mis un système d'exclusion de pluie, puisque les simulations nous montrent que pour la région méditerranéenne, on va avoir une diminution des précipitations en été, c'est-à-dire qu'on va augmenter encore la sécheresse estivale. Donc on ferme nos volets entre le mois d'avril et le mois d'octobre, novembre, quand il se met à pleuvoir. On le ferme uniquement quand il pleut. Et donc, on a une parcelle où il y a moins de pluie qu'on compare à une parcelle avec les pluies normales de l'année. Et donc, vous voyez là, volet fermé, volet ouvert. En dessous, on a une centaine de pieds d'arbres que l'on étudie et qu'on compare avec ceux à l'extérieur. Eh bien, vous voyez encore quelques photos. Je passe très vite parce que le temps est compté.
Et alors, on s'est intéressé à la décomposition de la litière, la façon dont les feuilles se décomposent, et surtout à toutes les petites bébêtes qui participent à cette décomposition, qui sont des micro-organismes, mais qui sont aussi de la mésofaune. Hein. Et là, simplement un seul résultat assez rapide, eh bien, si on compare la composition après simplement 2 années d'exclusion de pluie, 2 ou 3 années d'exclusion de pluie, eh bien, si on compare la composition de la faune du sol dans la zone où on exclut par rapport à la zone de contrôle, eh bien, on voit par exemple qu'on a perdu la moitié des espèces, la moitié des individus. On passe de 6 000, de 11 000 à 6 000, mais surtout, d'une façon très intéressante, on a perdu aussi des espèces qui ne se retrouvent absolument pas, hein, des espèces de colamboles, des Nelly-Pléona, il y en avait 71 dans les zones de contrôle et on ne retrouve plus dans l'exclusion. Donc simplement, j'ai pris cet exemple pour vous montrer que le changement climatique et notamment les événements extrêmes peuvent rapidement modifier les communautés au niveau du sol et que là encore c'est un enjeu majeur parce que ces communautés participent au fonctionnement de l'écosystème et si elles sont modifiées, eh bien l'écosystème sera aussi modifié. Alors là, simplement, très rapidement, là encore, un schéma de l'IPBES où on vous montre eh bien, quelles sont les causes principales de cette érosion de la biodiversité. Vous voyez, c'est les trois petits rectangles avec des zones de couleur et on voit notamment que, évidemment, l'un des facteurs essentiels de cette érosion de la biodiversité que vous retrouvez à droite, donc risque d'extinction des espèces, etc., les communautés écologiques, eh bien, vous voyez sur ces trois rectangles que sur la partie gauche, on a en bleu le changement d'utilisation des terres, dans lequel on inclut tout ce qui est déforestation, etc. Et on voit que c'est l'une des causes majeures de cette érosion de la biodiversité. Ben, vous le savez bien, hein, et on en parle suffisamment à l'heure actuelle au niveau de tout ce qui est déforestation, mais on voit que ce n'est pas les seuls, hein, puisqu'il y a bien sûr les changements climatiques, difficiles quelquefois encore à percevoir, et c'est pour ça qu'il faut faire des expérimentations comme on l'a fait donc à l'O3HP, à notre petite échelle, mais aussi bien sûr la pollution, et puis l'une des causes importantes de dégradation, de l'érosion de la biodiversité, ce sont les espèces envahissantes qui pose un problème absolument considérable à l'heure actuelle et pour lesquels les solutions ne sont pas faciles. Alors, pour terminer, si vous voulez, à notre échelle, on ne va pas prendre l'échelle globale avec tout ce qui concerne la déforestation, etc., etc., parce que bon, l'idée, c'est de réfléchir à un paradigme où on va coupler la biodiversité avec le changement global, l'influence de l'homme, bien sûr, les services écosystémiques que cette biodiversité peut rendre à l'homme, le fonctionnement des écosystèmes, et on va essayer de coupler cet ensemble et de pouvoir le décliner régionalement, notamment. Alors là, je vous ai mis, toujours ici de l'IPBES, eh bien, un certain nombre d'actions locales qui peuvent être faites à différents niveaux et qui participent à cette idée qu'on peut agir localement pour essayer d'enrayer un peu tous ces problèmes de biodiversité. Et ça se fait au niveau des populations locales, ça se fait chez nous aussi. Et simplement, voilà. L'idée aussi, c'est cette notion tout à fait intéressante de solution basée sur la nature, qui est chère à l'UICN, solution aussi qu'on appelle solution fondée sur la nature, c'est-à-dire essayer d'utiliser eh bien toute la richesse que la nature met à notre disposition pour essayer justement d'enrayer cette perte de biodiversité et de l'environnement en général. Donc, vous voyez, solution fondée sur la nature, des notions assez nouvelles, mais qui commencent vraiment à beaucoup se développer.
action qui s'appuie sur les écosystèmes afin de relever des défis globaux comme la lutte contre les changements climatiques. Alors un exemple de ces solutions fondées sur la nature, eh bien vous savez que sur tous les littoraux sableux, j'allais dire aussi bien atlantiques que méditerranéens et que dans énormément de zones, on a un énorme problème de dégradation des dunes littorales par évidemment essentiellement l'impact de l'homme qui va légitimement coloniser pendant tout l'été ces dunes. Eh bien, une solution simple fondée sur la nature, c'est de essayer de stabiliser, on y arrive très bien, essayer de stabiliser les dunes en replantant notamment des espèces natives comme l'Oya, qui est une formidable espèce qui peut fixer les dunes. Et là, vous avez en bas un exemple donc dans la ville d'Anglet, donc au Pays Basque, et dans la partie haute, c'est le littoral méditerranéen, près de Saint-Cyprien, où il y a des actions soit de protection déjà de la dune, mais aussi de replantation des œillats. On voit des œillats replantés en bas à droite. Et bien là, le milieu se reconstitue et la biodiversité qui est extrêmement riche dans ces milieux-là, eh bien, regagne d'une façon absolument considérable. Ça coûte pas très cher. Vous allez me dire, c'est des actions très locales, mais c'est déjà ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, voilà, nous nous retrouvons donc pour la série des questions. Nous allons commencer par une question générale. Quels sont les impacts directs ou indirects du changement climatique sur la biodiversité du sol? Alors, là encore, c'est un enjeu parce que c'est pas si facile que ça de voir quels sont justement ces impacts. Le changement climatique, donc, c'est à la fois une augmentation de la température, qui peut conduire, et ça c'est très important pour la faune du sol, à un dessèchement de ce sol. Et c'est aussi des modifications au niveau des précipitations. J'en ai parlé un petit peu. On a le GIEC est pas très très bon, mais c'est pas de sa faute, hein, pour nous dire qu'est-ce qui va se passer parce que c'est très complexe au niveau des pluies. Est-ce qu'il va y avoir des zones avec plus de pluie, moins de pluie, etc. En région méditerranéenne, on sait par exemple qu'il va y avoir, j'en ai parlé tout à l'heure, moins de pluie, notamment pendant la période déjà où il n'y a pas beaucoup de pluie, la période estivale. Eh bien, à ce niveau-là, si vous avez une température supérieure, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'évaporation par le sol et que vous avez moins de pluie, vous allez avoir un sol plus sec. Et si vous avez un sol plus sec à certaines périodes, eh bien évidemment, tout ça, ça limite extraordinairement le développement des organismes au niveau du sol, que ce soit des bactéries, des champignons, de la mésofaune, etc. Et ça, mais ça, il faut le tester, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Alors, autre question très générale, pourquoi la défense de la biodiversité et le, le combat contre le changement climatique sont-ils liés? Alors, bon, c'est une vaste question. Les deux sont évidemment complètement liés. Un seul exemple, alors on en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est celui qui concerne les forêts et l'utilisation, évidemment, la concentration en CO2 de l'atmosphère. Alors évidemment, le meilleur moyen pour fixer du carbone, c'est-à-dire l'idée, c'est de diminuer évidemment la concentration en CO2 de l'atmosphère. Alors évidemment, le meilleur moyen de diminuer, tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est évidemment de moins émettre dans l'atmosphère, mais on peut aussi essayer un petit peu de capter du carbone, et notamment, eh bien, la forêt peut constituer un, un capteur de carbone, quelque chose qui va, un puits, ce qu'on appelle un puits de carbone. Mais encore faut-il que ça soit une forêt avec une certaine biodiversité qui fonctionne bien. Et voilà, donc il y a des tas de liaisons entre changement climatique et biodiversité. Évidemment, la biodiversité, le changement climatique influe sur la biodiversité. Ça,
c'est tout à fait net, mais on voit aussi que la biodiversité peut servir la lutte contre le changement climatique. Bien, alors maintenant, nous avons une question sur les méthodes. Comment faites-vous pour estimer les espèces présentes dans le sol d'une forêt? Alors, j'allais dire, c'est très facile. Et c'est tellement, c'est très facile et c'est quelque chose qui peut être fait d'ailleurs très facilement dans, j'allais dire, dans un collège, dans un lycée, dans un jardin d'un CDI, etc. La méthode est très facile. Après, ça se complique quand il faut déterminer les organismes. Mais la méthode est très simple. Il vous suffit de prendre, par exemple, 500 grammes de sol que vous avez récolté dans une pelouse, dans une forêt, dans un jardin, et vous mettez ça sur une sorte d'entonnoir, sur un entonnoir, muni à sa partie inférieure d'une grille. Vous déposez le sol sur cet entonnoir, et puis sous l'entonnoir, vous mettez un petit flacon avec de l'alcool. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Peu à peu, le sol va se dessécher et les organismes vont migrer de plus en plus. Donc, ça va devenir de plus en plus sec du haut vers le bas. Et tous les organismes, les vers de terre, les collemboles, les acariens, vont descendre progressivement. Et puis, à un moment, eh bien, vous voyez, ils vont tomber donc dans le flacon rempli d'alcool. Et vous avez comme ça récolté l'essentiel de la mésofaune. Alors pour les bactéries, les champignons, ce serait complètement différent, mais au moins pour la mésofaune, les acariens, les collemboles, vous allez récolter dans votre petit tube, et puis après, vous voyez, vous regardez sous une loupe binoculaire, et vous pouvez facilement trier, par exemple, les acariens qui sont des arachnides qui ont 8 pattes, les collemboles qui sont des arthropodes qui ont 6 pattes, etc., et faire un petit peu un inventaire de toute cette biodiversité que vous avez, et puis vous pouvez comparer un endroit qui est à l'ombre avec un endroit qui est au soleil, un endroit qui est sous un arbre avec un autre, et c'est un très bon moyen d'un petit peu sensibiliser à toute cette biodiversité au niveau du sol. Bien, alors, une référence à un article donc, qui est paru dans une tribune du Monde hier, de Francis Allais, qui propose de reconstituer les grandes forêts primaires d'Europe. Alors, est-ce que le fait d'exclure les activités humaines de ces forêts pourrait contrebalancer les impacts du changement climatique sur la biodiversité? Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'était effectivement une bonne idée parce que justement, à l'heure actuelle, il y a tout un engouement sur la plantation d'arbres, justement pour fixer du carbone et pour constituer un puits de carbone. Mais en fait, planter des arbres, c'est pas reconstituer une forêt. Planter des arbres, c'est quelque chose de très artificiel. Et une forêt, c'est tout à fait autre chose. Une forêt, c'est des échanges, c'est tout un écosystème extrêmement complexe. Et l'idée est extrêmement intéressante, justement, de pouvoir, peu à peu, pouvoir reconstituer l'écosystème dans sa globalité. Alors, bon, ça ne sera jamais parfait, mais c'est-à-dire avoir, eh bien, à la fois des arbres, mais aussi des arbustes, une strate herbacée, remettre des grands mammifères, etc. Donc il faut quand même des surfaces qui sont relativement grandes. Et là, peu à peu, va pouvoir se reconstituer un écosystème complet. Et qui dit écosystème bien en forme, etc., dit un bon fonctionnement de l'écosystème, un écosystème performant. Et là, cet écosystème performant, il fixera d'autant plus, notamment dans la phase de croissance des arbres, parce qu'après c'est un autre problème, il fixera d'autant plus de carbone, la biodiversité sera d'autant mieux préservée, etc. Donc, ne confondons pas plantation d'arbres, notamment qui pourrait se faire avec des arbres introduits, une seule espèce d'arbre qu'on appelle des peuplements monospécifiques, etc., avec un écosystème forestier qui est quelque chose de beaucoup plus complexe, mais aussi de beaucoup plus performant. Très bien, beaucoup de questions nous arrivent. Je vais tâcher de réunir 3 questions. Et des questions qui sont très proches finalement, alors, et qui portent sur l'action qu'on peut avoir justement à l'échelle locale. Alors,
Première question, je vais les citer toutes les trois et je pense que vous pourrez répondre à toutes les trois d'une seule manière. Alors, quelles actions locales peut-on mener avec nos élèves au sein des établissements? Première question. Quelles solutions sont préconisées pour améliorer la diversité des écosystèmes? Donc en lien finalement de la même manière avec la première question. Et que pourrions-nous mettre en place dans notre collège, dans l'arrière-pays varois, avec nos élèves pour favoriser la biodiversité? Alors on voit bien que ce sont des questions qui portent sur quelles actions on peut mettre en place dans notre collège. Alors, c'est là aussi c'est une vaste question. Alors, si c'est des... Moi, je pense qu'il y a tout un ensemble de choses à faire à l'intérieur même de collèges, notamment, alors évidemment, s'il y a de la place, en plantant des arbres. Planter des arbres, d'abord parce que, j'allais dire, c'est pas que c'est la mode, mais c'est essentiel à l'heure actuelle de lutter contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, qui sont quelque chose qui nous menace d'une façon considérable, etc. Et on sait bien que rien que la présence d'un certain nombre d'arbres, etc. Alors, c'est pas simplement le fait de planter un arbre, c'est ensuite de pouvoir le suivre, c'est-à-dire de pouvoir étudier sa phénologie, c'est-à-dire à quel moment il va mettre les premières feuilles, les premiers fruits, etc., etc. D'année en année, ça permet aussi aux élèves un petit peu d'expérimenter, de faire des mesures, etc. Là, il y a tout un ensemble de choses qui sont à faire à ce niveau-là. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Eh bien, vous avez mis un sol il a été planté dans un endroit où il y a un peu de sol. On regarde aussi la biodiversité du sol, etc., etc. On mesure le diamètre de l'arbre tous les ans. Évidemment, c'est pas forcément les mêmes élèves, mais je pense que là, il y a aussi un rapport à l'arbre, un rapport à la nature qui peut se faire facilement. Évidemment, si tout est bétonné, sont dans la cour du... Mais enfin, bon, il y a quelquefois un petit peu des espaces qui sont libres. Alors ça, c'est à l'intérieur du collège. Et puis à l'extérieur, moi, je crois quand même encore énormément à des sorties nature. Ça peut paraître un peu ringard peut-être, mais découvrir, on le voit bien, nous on en fait quand même un certain nombre, et les élèves, notamment au collège, eh bien, ils sont quand même passionnés par découvrir les principales espèces, etc. Donc mettre en place des sorties à ce niveau-là. Alors c'est pas des actions concrètes pour, si vous voulez, parce que ça c'est beaucoup plus difficile pour lutter contre la perte de biodiversité, quoique les îlots de chaleur urbains, ça peut... Mais au moins, c'est de la sensibilisation. Eh bien, merci. Alors, je vais rebondir sur cette proposition. Question, alors on a plusieurs questions donc identiques. Est-ce qu'il est possible donc de visiter avec les élèves le site de l'O3HP? C'est pas impossible. Alors, on a fait notamment, j'en parlais, beaucoup de visites, etc. Non, ça s'est fait. Ça s'est fait dans le cadre notamment de projets pédagogiques qui avaient été conduits par des professeurs, etc. C'est-à-dire qu'il y avait en amont tout un projet autour du changement climatique. Et même d'ailleurs, on avait eu une classe qui avait fait une maquette de notre installation, etc., qui avait travaillé pas mal là-dessus. Non, non, c'est pas, faut prendre contact avec nous, c'est pas impossible, on peut mettre ça en place. On peut le coupler aussi avec la visite du coup du télescope, le fameux 193, qui a permis la découverte de la première exoplanète, etc. Voilà. Mais bon, après, ça demande une certaine logistique, etc. Mais on peut. Mais on préfère que ça soit non pas simplement une visite ponctuelle là, mais que ça s'inscrive dans un projet pédagogique. Très bien, c'est noté. Alors, question que je vous livre, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'OIA. Quels facteurs économiques et politiques faudrait-il pour diminuer le coût des plantations d'OIA? Moi, je crois que de toute façon, ces plantations d'Oya, alors je suis pas, je connais bien l'Oya, mais je suis pas un spécialiste des tenants et aboutissants économiques de l'Oya. Je pense que c'est des opérations qui sont malgré tout relativement peu chères, hein. Si vous voulez, par rapport à la mise en place d'un rond-point
pour une municipalité, je pense que planter des œillats sur des dunes et mettre des galinettes, c'est pas quelque chose de très cher, si vous voulez. Alors, je pense que c'est lié à une volonté politique. Moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi extrêmement intéressant parce que il y a vraiment si vous voulez, des résultats qui sont très rapidement. On voit très vite les résultats de ces opérations, et ça, c'est assez important, même par rapport aux populations locales, de voir qu'une action, 3-4 ans après, on a déjà des choses qui bougent et tout ça. Mais je pense que, à mon avis, alors le frein, il est peut-être politique, mais à mon avis, euh, il peut pas être économique. On parlait récemment d'un projet où il fallait importer des milliers, des millions de tonnes de sable, etc. Ben, avant d'apporter des sables, on peut déjà fixer celui qui existe avec des Oya. Très bien. Autre question très précise. L'agroforesterie tient-elle compte du climax? Alors, le climax, c'est, si vous voulez, l'état de la végétation qui existerait si l'homme n'était pas intervenu, c'est-à-dire, on en parle de moins en moins de ce terme de climax, parce que comme le climat évolue, évidemment, la végétation évolue aussi, mais disons, c'est par exemple en région méditerranéenne, eh bien, la forêt de chênes verts ou la forêt de chênes pubescents, dans d'autres secteurs, ça va être la forêt de hêtres, etc. Et bien évidemment, si vous faites de l'agroforesterie et que vous mettez une strate arborée, eh bien, il ne faut pas que votre strate arborée, ça soit des eucalyptus à importer d'Australie. Hein. Donc, vous avez tout intérêt à avoir des espèces natives bien adaptées à leur milieu. J'ai été récemment à Saint-Mitre-les-Remparts, là, où il y a de l'agroforesterie qui se fait avec des très gros chênes verts. Hein. C'est absolument magnifique. Et en dessous, eh bien, il y a des cultures qui se développent. Le chêne vert est parfaitement adapté à ce milieu. Et je pense que les cultures qui mettent aussi. Alors, autre question qui, elle, donc, est plus générale. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que la biodiversité apporte aux sociétés humaines? Alors, oui, c'est un petit peu la notion qu'on a beaucoup utilisée à l'heure actuelle de services écosystémiques, etc. Alors, bah, c'est multiple, la biodiversité. Ben, c'est l'étal de votre primeur, etc. etc. Alors après, c'est évidemment toute la nourriture, c'est tous les médicaments. On prend toujours cet exemple de médicaments parce que ça, voilà, c'est l'épuration des milieux. Quand vous avez une tourbière qui va complètement épurer, qui va modifier le cycle hydrique, etc., et qui va améliorer les choses. Voilà, tout ça, il y a énormément de choses. Hein, alors qu'on classe, trop long, qu'on classe en voilà, différents services. Et puis, n'oublions pas aussi les services à la limite culturelle, etc. D'être devant un beau paysage, c'est quelque chose qui est important voilà, pour l'humanité en général. Enfin, on va terminer parce que le temps court. On va terminer avec une question sur le Congrès mondial. Alors, qu'est-ce que le scientifique ou les scientifiques peuvent attendre du Congrès mondial de la nature? Ok, vous avez fait référence tout à l'heure. Ouais. Alors, le Congrès mondial, c'est évidemment plusieurs choses. C'est 10 000 participants. C'est un mélange à la fois d'États, membres de l'UICN, d'ONG, de scientifiques, etc. Donc, il y aura d'une part proposé par les scientifiques, par l'UICN, etc. Il y a déjà un certain nombre de motions qui doivent être votées par les États, etc. Et ça c'est important, ces motions, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe au niveau des COP, hein, c'est-à-dire, par exemple, une motion, un certain nombre de motions qui sont proposées pour la sauvegarde de tel ou tel milieu. Par exemple, nous, on a pu participer à une proposition de motion concernant l'éco-certification des forêts. Par exemple, voilà, favoriser les bois éco-certifiés, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Il y aura des motions qui vont être signées et qui font quand même avancer les choses à ce niveau-là. Ensuite, c'est un formidable forum de rencontres scientifiques, etc., de gens de d'énormément de pays. C'est pas un colloque scientifique en soi.
hein. Il y a bien sûr pas mal d'aspects scientifiques, mais voilà, c'est des rencontres, mais les scientifiques ont toute leur part, hein, dans ce... Bien, merci Thierry Gauquelin. Donc nous allons clore cette première visioconférence. Alors deux informations, il est difficile de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées, mais pas d'inquiétude. Il est convenu avec Thierry que nous allons donc bien noter toutes les questions et nous allons ensuite les communiquer à Thierry qui y répondra donc par écrit. Et vous retrouverez ces informations dans le magistère qui a été élaboré justement à l'occasion de ce projet de livre blanc. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Voilà, ça c'est la première information. La deuxième, c'est que cette visioconférence est enregistrée et elle sera disponible ensuite à la rediffusion. Donc vous pourrez éventuellement à la fois les revoir, mais éventuellement les retravailler. Et vous aurez aussi à disposition les diaporamas donc, qui ont été diffusés. Ce sera la même chose pour toutes les visioconférences. Voilà, on se dit donc à tout de suite dans quelques instants pour donc la seconde intervention avec toujours Thierry Gauquelin qui va quand même prendre quelques instants pour se rafraîchir. Allez, à tout de suite.